commencer par un état des lieux. Le constat qui est partagé par tout le monde, c'est que, évidemment, on a brutalement changé d'époque en matière d'énergie. Ça n'aura échappé à personne. Emmanuel Macron nous avait parlé de la fin de l'abondance. On est entré dans une configuration où l'énergie est devenue plus rare, donc forcément plus chère, avec un déséquilibre au niveau mondial, puisque toutes les régions ne sont pas impactées de la même façon. On va d'abord dresser un état des lieux dans une première partie pour voir un petit peu comment chacune d'entre vous perçoit cette nouvelle configuration énergétique. Et on va d'abord donner la parole aux consommateurs avec Noémie Choca de Saint-Gobain. Noémie, comment est-ce que Saint-Gobain a été impacté par la hausse du prix de l'énergie et surtout, comment est-ce que vous vous êtes adapté à cette nouvelle donne ? Alors, en tant qu'industriel, on a bien sûr la responsabilité de toujours optimiser nos modes de production pour diminuer notre consommation d'énergie et nos émissions de CO2, et ce, quel que soit le contexte. Donc, avant même la hausse des prix et la raréfaction de l'énergie, c'est avant tout lié à notre ambition net zéro carbone. Ouais. Et donc, la question de la sobriété énergétique n'est pas du tout nouvelle pour Saint-Gobain. Ceci étant dit, la hausse des coûts est réelle et ça nous amène à accélérer nos actions. Donc en 2022, Saint-Gobain a subi une hausse de ses coûts de matières premières et d'énergie d'environ 3 milliards d'euros et sa seule facture énergétique s'est élevée à plus de 2 milliards d'euros. Donc face à ces coûts, on s'est d'abord appuyé sur notre organisation par pays qu'on a mise en place il y a quelques années. Donc chaque patron de pays est responsable de l'ensemble des lignes de production sur le territoire et a pu donc réagir en temps réel pour adapter la production, se mettre en relation avec les autorités publiques locales pour sécuriser les approvisionnements, pour trouver des sources d'énergie alternatives. Donc le tout de manière très locale, agile et rapide. Au global, on a actionné 3 leviers pour diminuer notre consommation d'énergie. Donc le premier, c'est partout optimiser nos procédés de production pour diminuer la consommation d'énergie. Donc que ce soit mieux isoler nos fours ou déployer des actions d'industrie 4.0 pour pouvoir suivre en temps réel les procédés et optimiser tous les paramètres. Le deuxième, c'est qu'on a lancé des actions pour augmenter l'utilisation de matières premières recyclées dans nos procédés. Et je pense en particulier à l'utilisation du verre recyclé, le calcin, pour la production de verre plat et de laine de verre, qui permet de diminuer significativement la quantité d'énergie nécessaire dans le procédé. Et le troisième, c'est de faire évoluer la conception de nos produits pour aller vers des produits plus légers et qui consomment donc moins d'énergie pour leur production. Vous parliez de votre objectif zéro carbone que vous avez accéléré. Est-ce qu'accélérer la transition, c'est aussi une partie de la réponse ? J'imagine que ça va beaucoup parler aux chefs d'entreprise qui sont présents aujourd'hui. Non, absolument. La meilleure énergie, de toute façon, ça reste celle qu'on ne consomme pas. Donc, en diminuant notre consommation d'énergie, on adresse à la fois la question de l'urgence climatique et aussi de la hausse des prix, puisqu'on fait baisser la demande, ce qui fait rebaisser les prix. Donc, la question, c'est vraiment de savoir comment est-ce qu'on peut rapidement diminuer nos consommations d'énergie. Et c'est là que Saint-Gobain intervient en proposant des solutions pour la rénovation énergétique. Je voudrais donner quelques chiffres pour situer les ordres de grandeur, parce que c'est important. Dans le monde, 40% des émissions de CO2 sont liées à la construction. Et en France, les bâtiments publics et privés représentent 44% de la consommation énergétique. Donc c'est absolument majeur. Et en diminuant de 10% la facture énergétique des bâtiments publics-privés, on économiserait l'équivalent de 7 tranches nucléaires. C'est pour ça qu'on appelle à un plan Marshall de la rénovation en France. On pense qu'il est impératif de vraiment changer d'ordre de grandeur, de changer d'échelle dans l'accélération de la rénovation énergétique de tous les bâtiments publics privés. Les technologies pour faire des rénovations globales efficaces existent déjà et elles ont des bénéfices sur tous les plans puisque ça permet évidemment de diminuer les émissions de CO2, donc contribuer à la lutte contre le changement climatique. Ça permet de protéger le pouvoir d'achat des ménages puisque une maison bien isolée, ça permet de diviser par 5 ou 6 la facture d'énergie. Ça répond aux enjeux de souveraineté nationale. Et puis, il ne faut pas oublier l'utilité sociale des bâtiments aussi. Donc, un logement bien isolé, c'est des gens en meilleure santé, qui vont mieux dormir, qui vont être mieux productifs. Des bâtiments publics bien isolés, c'est des enseignants ou un personnel hospitalier qui va pouvoir travailler dans des bonnes conditions. C'est des élèves qui vont pouvoir mieux apprendre. Donc, tout ça nous semble vraiment majeur et il faut que tous les acteurs se mobilisent. On va donner la parole aux producteurs dans un instant. D'abord, l'électricité verte, l'énergie verte en général, est-ce qu'on en trouve suffisamment quand on est un industriel et qu'on en consomme beaucoup ?
Alors c'est effectivement un vrai sujet puisqu'on aura quand même toujours besoin d'énergie et donc on a une feuille de route ambitieuse pour être zéro carbone en 2050 partout dans le monde et donc on diversifie notre mix énergétique pour privilégier de l'électricité décarbonée, renouvelable, ouverte. Donc Saint-Gobain a signé des contrats d'approvisionnement en électricité décarbonée en Europe, en Amérique du Nord, mais aussi au Brésil, au Mexique. Et aujourd'hui, 50% de notre électricité est décarbonée. Et c'est très important, cette disponibilité de l'énergie verte, puisque par exemple en Norvège, 97% de l'énergie qui est produite est d'origine hydraulique. Et cet élément a joué un rôle clé dans notre décision d'investir en Norvège pour construire la première usine au monde de production zéro carbone de plaques de plâtre. Donc en tant qu'industriel, effectivement, cette disponibilité dans tous les pays d'énergie verte est un élément vraiment important. On va donner la parole au producteur, Elle Christopherson, Total Energy. Comment est-ce que vous percevez cette nouvelle situation, ce nouvel environnement? Il y a un an, Elle, le seul discours qui portait réellement, c'était celui de la sortie des énergies fossiles. On se rend compte aujourd'hui, cette année, qu'on a besoin de continuer à investir dans les énergies fossiles. Bonjour, merci. Merci de m'avoir invité à cette table ronde intéressante avec effectivement des intervenants de grande qualité et puis aussi des représentants de la demande. C'est souvent un volet qu'on oublie quand on parle de l'énergie. On croit que l'énergie, c'est qu'une question d'offre. Est-ce qu'on a encore besoin d'énergie fossile? Bien sûr que oui. Est-ce qu'il n'y a que ça qui compte? Bien sûr que non, on vient de l'entendre. Donc c'est ça un petit peu le paradigme dans lequel on se trouve aujourd'hui et effectivement l'année 22 a été un peu la démonstration de tout ça. On peut faire plein de choses en dehors des énergies fossiles. On vient d'entendre ce que fait Saint-Gobain. On est tous concernés, hein, c'est les entreprises, mais c'est aussi nous tous en tant qu'individus. Je vais vous dire publiquement ce qui fait hurler de rire mes enfants, mais moi je dors avec des chaussettes parce que je ne chauffe pas la chambre et quand je me mets au lit en ce moment, il fait sacrément froid et puis en cours de nuit, j'enlève les chaussettes. Donc on peut tous faire quelque chose, des petites et des grandes actions et là c'est complètement de l'ordre de l'anecdotique, mais quand même. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'énergie fossile ? Parce que dans le monde aujourd'hui, malgré tous les efforts qui sont faits pour décarboner et tous les investissements dans les renouvelables dont on pourra reparler, mais le monde aujourd'hui dépend encore à 81% d'énergie fossile. C'est ça la réalité, ça évolue très très lentement. On a regardé depuis 20 ans, depuis 40 ans, depuis 50 ans, très lentement. On a gagné 1 point de moins depuis l'année 2000. Et donc on ne peut pas changer ce système énergétique du jour au lendemain, quand bien même on le voudrait. Parce qu'il y a cette fameuse demande et que vous avez une chaudière au gaz que vous n'allez pas... Tout le monde ne va pas la changer du jour au lendemain. Saint-Gobain fait plein de choses, mais a encore besoin d'énergie fossile, je suis sûre, dans les sites où il n'y a pas d'électricité renouvelable. Donc ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut électrifier beaucoup plus, y compris la mobilité. On est les premiers à le dire, même si on a des stations-service, mais ça aussi, ça prend du temps. Et puis même dans les scénarios de neutralité carbone, de l'AIE ou du GIEC, mais même dans ces scénarios, en 2050, quand on sera neutre en carbone, si on y arrive, on aura encore besoin de pétrole, de gaz et peut-être même de charbon, parce qu'il y a tous les pays émergents où la demande explose parce que la population explose. Donc l'enjeu finalement de la transition, c'est de passer de notre système A actuel, qui est centré sur le fossile, au système B de demain, qui sera beaucoup plus décarboné. C'est ça l'enjeu. Mais ça ne se fait pas d'un coup de baguette magique. Et on a cru, et j'ai à dire, on a aussi laissé entendre, et l'AIE a joué un petit rôle là-dedans, mais on a cru un peu vite qu'il suffisait d'arrêter d'investir dans les énergies fossiles. Hop, on coupe l'offre, et comme ça, le système nouveau va aller plus vite. Mais ça ne marche pas, et ce qu'on a tous tendance à oublier, c'est que si je prends des champs de pétrole, par exemple, les champs de pétrole, ils se déplètent, ça veut dire ils se vident tous les ans de 4 à 5%. Donc si on ne fait rien, l'offre de pétrole diminue. Et en face de ça, la demande de pétrole, que ce soit pour la mobilité, pour se chauffer, pour l'industrie, pour la pétrochimie, pour ce que vous voulez, mais cette demande, non seulement elle ne baisse pas,
Elle ne baisse pas du tout, de l'ordre de 4 à 5% par an, mais elle est en hausse. Et je pense que vous allez nous expliquer que selon les prévisions de l'AIE, en 2023, la demande de pétrole sera supérieure à ce qu'elle était avant la crise Covid, c'est-à-dire supérieure au niveau de 2019. Donc on est dans un monde où la demande continue à augmenter. Si on contraint l'offre, il se passe quoi? C'est simple, on est face à des économistes, les prix augmentent. On a bien compris, il faut continuer d'investir dans le secteur des énergies fossiles, mais est-ce que ces investissements ne se font pas au détriment des investissements dans les renouvelables? Tout à l'heure, Jean-Christophe Caffey nous donnait des chiffres. On est très largement en dessous des niveaux d'investissement qui seraient nécessaires dans les énergies renouvelables. Oui, c'est effectivement la question qu'on peut se poser. Je reviens juste sur le point très important. Ne pas investir pour maintenir au minimum le système énergétique actuel, ça se fait au détriment des usagers que nous sommes tous, des entreprises, de leur compétitivité. L'année dernière, la Norvège, le Danemark, la Grande-Bretagne, pour citer 3 grands pays européens qui visent tous la neutralité carbone, ils nous ont inondés, Total Énergie, de demandes d'augmenter la production de pétrole et de gaz. Parce que sinon, on pénalise le consommateur et on a des risques sociaux dont on a entendu parler par l'intervenant avant. Donc, attention, oui, il faut faire beaucoup plus sur les renouvelables. Alors après, la réalité, c'est que si je prends réseau électrique et renouvelable, l'effet ciseau en termes d'investissement a déjà eu lieu. On investit aujourd'hui, au plan mondial, 2 fois plus dans les réseaux et les renouvelables que dans le pétrole et le gaz. Donc l'effet ciseau a eu lieu, mais c'est vrai, c'est pas suffisant. Il faut aller beaucoup plus vite. Alors c'est compliqué. Il y a 3 éléments. Il y a tout ce qui est installation de renouvelables, d'électricité renouvelable, de génération renouvelable. Il faut de l'espace, il faut des permis, il faut purger les recours. Et en Europe en particulier, c'est compliqué parce qu'il se trouve qu'en Europe, on a peu d'espace vide. Et il y a une compétition et des conflits d'usage et des débats sur à quoi doivent servir les espaces. L'Allemagne a passé en début d'année dernière une loi forçant 2% du territoire à être disponible pour de l'éolien à terre. Parce que sinon, les permis n'avançaient pas. Premier sujet, l'espace pour la génération renouvelable. Il y a des pays où ça pose aucun problème, l'Australie, les États-Unis, alors, une partie de l'Afrique, mais chez nous, en Europe, ça pose un problème. Deuxièmement, les réseaux. Ils sont largement vétustes parce qu'ils sont âgés, ils ne sont pas faits pour accommoder toutes ces nouvelles énergies qui arrivent un peu de partout. On a, nous, des permis, mais tous les gens qui sont dans les renouvelables vous le diront. On a des permis en Espagne qui sont bloqués depuis 2 ans. Nous, on fait énormément de choses dans les renouvelables, mais on a du mal à finaliser certains projets, notamment en Europe. Ça va plus vite, par exemple, aux États-Unis. Et puis, le dernier point, c'est que ces renouvelables, qu'on appelle tous de nos voeux et dans lesquels nous, on investit beaucoup, mais ils sont intermittents. Donc, moi, je ne sais pas, mais si vous avez une opération chirurgicale dans un hôpital, je pense que vous n'avez pas envie pour votre maman ou votre époux, vous n'avez pas envie que l'hôpital dépende d'une électricité solaire éolienne qui n'est pas tout à fait fiable. Donc, il faut aussi complémenter les renouvelables avec une génération électrique de base qui soit sûre. Donc, c'est ça un peu les réalités. Si je peux parler de nous de juste 2 minutes, Total Énergie. Rapidement. Non, je ne peux pas. Si, quand même, juste pour dire qu'il faut accélérer. Nous, on a investi 2 milliards en 2020 dans l'électricité bas carbone, 3 milliards en 2021, 4 milliards en 2022. Et on a annoncé hier, puisqu'on a publié nos résultats, qu'on allait passer à 5 milliards en 2023, y compris des investissements d'efficacité énergétique et un petit peu de nouvelles molécules. Mais donc, nous, on accélère beaucoup et on a une feuille de route pour être parmi les 5 premiers du solaire et de l'éolien d'ici 2030. On va donner la parole à Toril Bossoni, directrice de la division marché pétrolier à l'Agence internationale à l'énergie. Comment est-ce que vous analysez cette nouvelle configuration et surtout, comment est-ce que ça a pu faire évoluer vos prévisions globales? Oui, merci. Non, c'est clair que la crise actuelle, les impacts de la crise actuelle, on va les sentir pendant des décennies. On ne va pas retourner là où on était avant. La Russie est le plus grand exportateur de pétrole, de gaz. C'est un très grand acteur en charbon aussi avant la crise. Et après l'invasion de l'Ukraine, il a perdu son premier marché, le plus grand marché. Et je pense qu'on est tous d'accord qu'on ne va pas retourner là où on était avant. Mais on voit que ce n'est pas forcément l'Europe qui est la victime la plus importante de cette crise. C'est les pays en développement, le hausse de prix
d'énergie, ça impacte la population qui était déjà dans une situation économique fragile. Et l'année dernière, on a vu qu'il y a 20 millions de personnes, depuis la première fois qu'on a commencé à regarder ça, qui a perdu leur accès à l'électricité. Et là, on retourne sur un chemin à l'inverse. Mais ce qu'on est assez optimiste, je suis complètement d'accord que l'investissement, on ne peut pas réduire les investissements dans le fossile si on n'a pas en même temps une augmentation dans l'investissement dans le renouvelable, dans l'énergie propre. Et c'est dans cette façon-là qu'il faut que ça marche. Il faut investir pour réduire la consommation d'énergie fossile, en investissement dans les autres sources d'énergie, dans l'efficacité de l'énergie et ensuite. Mais ce qu'on va aujourd'hui, pour la première fois, je pense qu'on va vraiment, en même temps, on va les intérêts économiques, sécuritaires, de climat, d'industrie, s'aligner en même temps, et on voit vraiment plein de choses qui se passent. On a entendu Saint-Gobain, on entend Total avec leurs résultats, avec leurs projets. On investit l'augmentation des investissements dans l'énergie propre. On a vu doubler, on va doubler jusqu'à 2030. Ce n'est pas encore suffisant pour atteindre nos net zero targets. Mais on y arrive. L'argent, toutes les mesures qui sont mises en place aux États-Unis avec l'Inflation Reduction Act et encore des mesures en Europe pour faire face à la situation, en Japon, en Chine, en Inde, on va vraiment et ça va accélérer la transition énergétique, pas forcément pour les raisons de climat, mais pour la sécurité, pour le développement de l'industrie et ensuite. Et du coup, ça, on commence à voir. Il y a encore des choses à faire. Mais je pense qu'on est sur la bonne route. Comment est-ce que l'Europe peut réagir face à cette situation aujourd'hui, mais aussi sur le plus long terme, à votre avis? C'est clair qu'en Europe, la crise, surtout sur les gaz, mais aussi sur l'électricité, sur ce pétrole, c'est nécessaire, de nouveaux investissements ont été nécessaires, non seulement dans l'énergie propre, mais aussi pour le centre d'importation de LNG, pour faire face à cette crise. Et aussi de nouveaux partenariats de commerce qui vont être mis en place. Et vraiment, on a besoin aussi de réduire, comme on avait entendu de Saint-Gobain, il faut réduire la consommation. Si on met en place des mesures qui baissent les prix, mais qui ne font baisser pas la demande ou augmenter l'approvisionnement, on n'arrive pas là où on veut être. Après, je pense que il y a aussi des changements d'habitude, les chaussettes, le baisser des températures, de prendre le vélo. Il y a plein de pays en Europe et avec l'Union qui met en place des stratégies pour réduire la consommation, pour changer des habitudes. Et aussi, il faut investir clairement dans l'énergie renouvelable. Après, sur le long terme, je pense qu'on peut... Cette crise, je pense qu'on a appris que si on est trop dépendant d'une source d'énergie, d'un pays, d'un fournisseur, une société, les risques et les coûts, on est beaucoup plus fragile. Et je pense que c'est là où on peut prendre des leçons pour la suite. Pendant la transition énergétique, notre système de supply chains, on est très dépendant, c'est très concentré sur la fabrication d'éoliennes, de panneaux solaires, de batteries, ensuite, trois quarts de production est dans 3 pays. Donc diversifier. Il faut diversifier. Oui. Et en plus, la Chine est clairement dans toutes ces technologies très présentes. Et aussi sur les minéraux dont dépend la transition énergétique, c'est la même chose. La production de cobalt en République Congo, 80% de cobalt est produit dans un pays.
lithium, 3 pays produisent 90% de lithium mondial. Et je pense qu'il faut prendre des leçons qu'on ne remplace pas dans notre transition, qu'on change des problèmes de sécurité d'approvisionnement qu'on avait dans l'énergie fossile, dans la transition, et mettre pour la même chose. Il paraît que ça va changer, on a du lithium dans le Massif central. On va aller le chercher. Question d'actualité, mais depuis quelques jours, il y a l'embargo sur les produits pétroliers russes. Ça, c'est complètement votre domaine. Est-ce qu'à votre avis, ça va avoir plus d'impact que l'embargo sur le brut russe qui était entré en vigueur en décembre et qui finalement avait été assez limité? Oui, ça c'est une très bonne question. Vous disiez que c'est vrai que la production russe de pétrole n'a pas trop été impactée par toutes les mesures qui ont été mises en place par des pays après l'invasion de l'Ukraine. L'exportation de brut est très bien rédigée vers le marché principal de l'Union européenne, les États-Unis et les autres pays de G7, vers l'Inde, vers Turquie, vers Chine. Mais on ne peut pas dire qu'on n'a pas eu d'impact. Le price cap qui a été mis en place par la coalition de G7, l'Union européenne, l'Australie, a permis ce nouveau marché de développer, mais la Russie a été obligée de vendre leur pétrole à un prix très réduit. En janvier, par exemple, le brut principal d'exportation était vendu à $49 contre 83, 84 pour le Brent. Et du coup, la recette fiscale de la Russie a baissé de 25% de décembre à janvier. On était presque 50% plus bas qu'il y a un an. On peut pas dire que ça n'a pas impacté. Pour le produit que l'embargo a rentré en vigueur la semaine dernière, on n'a pas encore vu de grands changements dans le flux. La Russie exporte presque 3 millions de barils de produits raffinés. Et beaucoup de pétrole et beaucoup de diesel à destination. Beaucoup de diesel le marché des diesel était un peu en difficulté, je veux dire, avant la crise en Russie, avec l'approvisionnement un peu pas assez élevé pour montrer l'augmentation de la demande. En fait, après le Covid, l'augmentation augmente. On attend une augmentation encore cette année. Mais on n'a pas vraiment vu de nouveaux clients pour le produit brut. On va voir comment ça se passe. Mais nous, on pense que ça va avoir un impact sur le flux, mais aussi sur le prix. Il y a des limites sur le prix des produits aussi qui va impacter la Russie et leurs revenus. Merci beaucoup. On va donner la parole à Sylvie Géano, directrice générale d'Alkia. Vous avez un gros retard de temps de parole, hein, Sylvie. Dalkia, c'est le chaînon manquant entre le producteur et le client. Quel est votre constat aujourd'hui sur la situation énergétique? Est-ce qu'on dort aussi avec des chaussettes chez Dalkia? On peut peut-être faire changer certains comportements chez nos clients. Bonjour à tous et merci pour cette invitation. Ce que je retiens quand même de cette discussion-là, c'est ce mot accélération que vous avez vous-même prononcé beaucoup. Je crois qu'on n'a pas le choix. Hein. On en parle aussi des énergies fossiles. Moi, ça grésille dans mon oreille parce qu'il faut accélérer et il y a des solutions. Effectivement, Dalkia est un apporteur de solutions. On a 3 ans pour inverser la courbe. C'est ce que dit le GIEC si on veut rester dans ce scénario 1,5 degrés. On se dit que la barre va être haute. Et pour chasser les fossiles, pour chasser le CO2, il y a deux grands axes de travail, peut-être un troisième qu'on pourrait mettre dans le premier. C'est il faut consommer bas carbone. Consommer bas carbone, j'inclus dans consommer bas carbone électrifié, sous-entendu, on se produit évidemment, on consomme de l'électricité bas carbone, c'est-à-dire nucléaire et renouvelable. Et puis 2, on consomme moins. Et quand on consomme moins, on émet moins de CO2 et il y a plein de solutions pour ça. Alors, chez Dalkia, on travaille sur 3 grands axes, 3 segments. On décarbone les territoires, on décarbone l'industrie et les bâtiments. L'industrie, c'est à peu près 20% des émissions de CO2. Les bâtiments, 20%. Là, je donne des chiffres France, 20% des émissions de CO2 sur les bâtiments. Et on s'intéresse beaucoup à un sujet dont on parle peut-être un peu moins, c'est le sujet de la chaleur.
Parce que quand vous regardez les consommations énergétiques du pays, un peu moins de la moitié, 45%, est consacrée à de la production de la chaleur. Et ça veut dire quoi, la chaleur? La chaleur, c'est l'eau chaude, le chauffage et la chaleur ou vapeur industrielle. Et 60% aujourd'hui de cette chaleur est produite à partir d'énergies fossiles. C'est pour ça qu'on en consomme beaucoup. Et il y a des solutions pour faire de la chaleur bas carbone et pour consommer moins. Alors, c'est ce qu'on fait tous les jours chez Dalkia. On accompagne par exemple les territoires dans des construction de réseaux de chaleur, alors parfois, et de froid, en fait c'est du thermique, qui sont bas carbone. On accompagne aussi des réseaux, des clients industriels pour ça, et on fait ça comment? Alors tout simplement, on va beaucoup travailler sur le local. Vous avez parlé de souveraineté énergétique. Les énergies du local, c'est quoi? C'est les énergies de la terre. Je ne sais pas si vous avez vu, la semaine dernière, on a lancé, enfin la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher, a lancé, avec M. Bayrou d'ailleurs, un plan géothermique en France. Aller chercher les calories du sol, c'est une façon de produire de la chaleur bas carbone. Il y a aujourd'hui 5 TWh de géothermie. Alors je parle de géothermie profonde ou de surface, on pourrait disserter là-dessus. On fait de la géothermie profonde pour apporter de la chaleur dans des réseaux de chaleur. On fait de la géothermie de surface pour apporter de la chaleur renouvelable bas carbone dans des bâtiments, dans des petits quartiers, etc. Et bien, cette géothermie, aujourd'hui, c'est 5 TWh produits. On pense qu'on peut aller en chercher, là je parle de la France, 100 TWh. C'est un volume très significatif. On peut aller chercher les calories dans la mer. On appelle la thalassothermie, c'est un petit peu les mêmes principes que la géothermie. On va aller chercher des températures constantes qu'on reprend avec des pompes à chaleur. Tous ces systèmes-là, ils sont industriels chez Dalkia. C'est une réalité. On est en train de faire on va bientôt faire un projet à la Grande Motte. On en a un à Marseille. On va chercher les calories de la mer. On accompagne Monaco. On cherche les calories de la mer et on chauffe des quartiers bas carbone. On peut les calories. On parle beaucoup du solaire. Le solaire, ça peut faire de l'électricité, c'est vrai, mais on peut aussi, grâce à l'énergie solaire, aller un peu chauffer de l'eau avec des systèmes de stockage d'eau et faire du solaire thermique également qui va petit à petit se développer. On peut aussi, et on utilise beaucoup aujourd'hui, c'est la première énergie renouvelable en France, utiliser bien sûr le bois énergie. Avec un bois, parce que l'image du bois énergie n'est pas toujours... On entend beaucoup de choses en ce moment. Moi, je suis évidemment une grande défenseuse du bois énergie. Le bois énergie, c'est la partie... On utilise dans le bois énergie des parties d'arbres qui ne sont pas utilisées pour du bois d'œuvre, c'est-à-dire des meubles ou de la charpente. Et ce bois énergie-là, on le met dans des chaufferies et on fait de la chaleur bas carbone, y compris d'ailleurs pour des gros industriels. Il est évident qu'il faut exploiter les forêts de façon durable. Quand on utilise le bois énergie, la forêt est en croissance en France et toute l'exploitation forestière n'utilise que 60% de la croissance de la forêt. C'est vrai qu'il peut y avoir des exemples où il y a des pays où ce n'est pas encore bien le cas. Il faut travailler sur la durabilité de l'exploitation forestière quand on utilise le bois, parce que le bois a cette formidable qualité aussi, c'est de pouvoir stocker du CO2. Donc vous voyez, je vous donne des énergies du local qui permettent de faire du consommé bas carbone. L'électrification est également une solution, et j'ai en tête, pour faire de la chaleur bas carbone, évidemment tous les systèmes de pompes à chaleur, les pompes à chaleur aérothermiques qui vont chercher les calories dans l'air, ou les pompes à chaleur géothermiques qui vont chercher en surface, d'ailleurs à moins de 20 mètres, des calories dans le sol, qu'on reprend avec des systèmes de pompes à chaleur, et on fait du chauffage bas carbone. Vous savez, par exemple, une pompe à chaleur géothermique, ça consomme encore moins d'électricité qu'une pompe à chaleur classique. On a 30% de consommation d'électricité de moins qu'une pompe à chaleur classique que vous avez peut-être en tête. Certains d'entre vous en ont peut-être une dans leur maison. Et l'intérêt, c'est qu'on a un coefficient de rendement qui est encore plus multiplié. Je crois que le coefficient est de 4. Donc les solutions, il y en a. Je ne vous ai pas parlé de l'efficacité énergétique. Je suis un petit peu longue, je suis désolée. En un mot. Mais consommer moins, c'est aussi un enjeu très fort. Je crois que vous l'avez dit... il y a un très très fort enjeu d'aller chercher moins. Le plan sobriété qu'on vient de mettre en place, c'est quand même intéressant parce qu'on se dit, bon, la crise fait qu'on consomme un petit peu plus d'énergie fossile, peut-être, mais quand même, il s'est passé quelque chose d'intéressant. Il y a 10% de consommation énergétique en moins. Là, en France, je parle de la France, changement de comportement, on y arrive. Alors, évidemment, il faut aller plus loin. Alors nous, ce qu'on promeut chez Dalkia avec nos clients, c'est ce qu'on appelle des contrats de performance énergétique. C'est-à-dire qu'on signe dans la durée
Parce que pour inscrire des économies d'énergie, on ne veut pas d'effet rebond, hein, c'est facile à la maison pendant peut-être 2 mois, peut-être de mettre ses chaussettes, mais souvent on en a un petit peu marre et on reprend les mauvaises habitudes. Donc l'idée du contrat de performance énergétique, c'est de s'inscrire dans la durée, de piloter les installations, et de faire moins 10, moins 20, moins 30, moins 40%, moins 50%. J'ai vraiment des exemples très concrets, en particulier dans les bâtiments publics. Aujourd'hui, on peut aller chercher des choses, alors avec du pilotage numérique, avec des travaux, de la rénovation, des matériels. Ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que la cible, elle est un petit peu des deux. C'est qu'on va construire... La transition énergétique, c'est pas que remplacer une énergie par une autre, c'est construire des écosystèmes énergétiques qui vont faire résonner les énergies entre elles, hein, donc entre l'électricité, le thermique, le stockage, le pilotage, le numérique, etc. Et donc, c'est ce vers quoi on va. Je pense qu'on peut accélérer, les solutions sont là. Il faut, alors, par contre, et je terminerai par ça, il y a 3 facteurs de succès et on pourra y revenir, au-delà, évidemment, des besoins de financement, on l'a tous exprimé, au-delà probablement encore d'innovation, parce qu'il va falloir encore, on parle beaucoup d'hydrogène, on parle aussi de stockage de CO2, etc. Il y a beaucoup de choses encore à faire. Il y a un très fort enjeu de compétences, et que si ces compétences, on ne les a pas, on aura beau avoir les solutions technologiques, si on n'a personne pour les mettre en œuvre, on aura du mal. Donc je me bats aussi beaucoup pour faire émerger ces métiers de la transition énergétique et attirer des gens qui sont soit éloignés de l'emploi, soit des jeunes vers ces métiers à tous les niveaux, de techniciens à ingénieurs. Vous nous dites qu'il y a beaucoup de solutions, elles sont prêtes techniquement. Où est-ce qu'on trouve le financement ? Je suis désolé d'être monomaniaque du financement, mais Jean-Christophe Caffé en parlait et je sais qu'on en reparlera tout à l'heure avec Jean-Marc Jancovici. On manque de financement. C'est sûr, et on le voit bien que quand il y a du financement, il y a de l'accélération de décision aussi. Hein, on l'a vu avec France Relance, qui a lancé des appels d'offres dans la décarbonation de l'industrie. On met de l'argent, on met des milliards. En l'occurrence, il y avait 30 milliards d'euros dans France Relance sur la transition énergétique, dans France 2030. Le fonds chaleur qui accompagne justement la production de chaleur renouvelable dans les territoires avec le développement des réseaux. Les certificats d'économie d'énergie, je parle de la France, hein, parce que des systèmes de subvention, il y en a un petit peu partout. On a parlé des États-Unis là, qui mettent le paquet avec l'IRA. Donc évidemment, quand il y a ça, ça accélère, et ça accélère la prise de décision, parce qu'il y a toujours des logiques économiques pour faire des travaux. Il faut que les investissements y trouvent des taux de rentabilité. Alors c'est vrai qu'avec la crise énergétique, là, on a aussi une accélération, parce qu'il y a à la fois un peu de financement, et il y a aussi cette volonté de se décorréler enfin des indexations liées aux énergies fossiles, qui fait que tiens, si j'ai ma chaudière bois, ça va peut-être être un peu plus stable dans la durée, on m'accompagne dans l'investissement, pareil pour une gyrothermie, etc. Donc le financement, il est majeur, il est aidé par l'État, pas que. Des acteurs comme Dalkia, on investit chez nos clients, à travers par exemple dans les territoires des délégations de services publics. On a également aussi des acteurs financiers qui peuvent nous accompagner. On a signé une grosse décarbonation de l'industrie avec Swiss Chrono, je peux en parler parce que c'est public. Swiss Chrono, c'est un fabricant de panneaux-tiers. Vous savez, les panneaux qui font des meubles modernes. On construit avec eux une très grosse chaudière biomasse en utilisant leurs résidus de bois. Eh bien, on travaille avec un acteur qui s'appelle Meridiam, qui est un fonds d'investissement et qui nous accompagne sur la finance. Et vous souhaitez réagir ? Je veux juste ajouter quelque chose sur les financements. Je veux dire, quand il y a des modèles d'affaires qui fonctionnent, on ne manque pas de financement, parce que tous les acteurs financiers du monde entier ont envie de placer leur argent dans des projets verts. Donc, il faut être clair. C'est pas le premier frein n'est pas le financement pour les projets qui ont un taux de rentabilité correct. Encore une fois, nous, on vend de temps en temps un bout de ferme éolienne ou solaire pour refinancer les projets très capitalistiques. Les gens font la queue pour acheter des projets verts. Donc il y a un sujet plutôt de financement, de business model émergent où la rentabilité n'est pas forcément au rendez-vous. Mais ce que je voulais juste ajouter à ce que vous disiez, c'est qu'il y a un sujet, il y a 2 choses. Vous disiez une chose, c'est plus les prix de l'énergie sont élevés, plus les modèles d'affaires, plus l'économie qu'on peut faire en économisant, donc en investissant pour économiser de l'énergie,
plus ça marche, ça. Donc, on a vu, historiquement, c'est pareil en 2012, 13, 14, quand les prix de l'énergie sont élevés, il y a plus de projets d'efficacité énergétique parce qu'ils tiennent la route économiquement. On a un payback, un temps de retour sur investissement qui peut être d'1 an ou de 2 ans, alors que si les prix sont bas, vous êtes sur 5, 6, 7 ans ou pour certains ménages, 20 ans. L'autre point que je voulais juste préciser, parce que c'est très important, c'est qu'on est quand même, nous, en Europe, où il y a un prix du carbone. Et l'Europe veut le généraliser, y compris au transport, etc. Mais le prix du carbone, c'est-à-dire le fait de payer quand on émet du carbone, ça fait aussi qu'il y a des projets ou de changement d'énergie ou d'efficacité énergétique qui deviennent rentables. Et avant la crise Covid, le prix du carbone, il avait à peu près atteint 100 € la tonne. Donc ça fait partie aussi de ce qui contribue à rendre des projets viables économiquement. Parce que sinon, il y a une pénalité. On va refaire un tour de table en essayant de bien garder en tête la question de départ, c'est-à-dire comment concilier sécurité de nos approvisionnements, enjeux géopolitiques et transition énergétique. Et surtout, on va évoquer quels sont, selon vous, les points d'action nécessaires. Noémie Choca, on s'est parlé pour préparer cette table ronde, et vous êtes plutôt critique vis-à-vis du bouclier tarifaire. Pour quelles raisons ? Alors le bouclier tarifaire, je pense que c'était une bonne chose à court terme parce qu'on avait besoin d'une mesure qui protège les ménages les plus modestes de la hausse des prix. Mais on aurait pu imaginer quelque chose de plus progressif, de plus différencié en fonction des revenus des ménages, par exemple. Et je rejoins tout à fait ce qui a été dit par mes consoeurs sur le fait que si on gomme complètement l'effet prix, on n'incite pas du tout au changement de comportement et à la transition vers de la sobriété. Et surtout, le vrai problème avec le bouclier tarifaire, c'est qu'à long terme, il ne résout pas du tout le problème. En fait, donc on ça, c'est donne... une proposition. Il faudrait flécher ces montants considérables tout à fait, vers la tout à fait. En France, on a 5 millions de résidences principales qui sont des passoires thermiques. Et c'est encore pire si on prend les résidences secondaires. Donc il faudrait flécher une partie des 45 milliards d'euros du bouclier tarifaire vers l'éradication de ces passoires thermiques, ce qui apporterait des bénéfices, encore une fois, on l'a dit, à la fois en termes de CO2, de sobriété énergétique, de souveraineté. Et je rejoins aussi le point de Sylvie Géano sur le fait que la filière de la rénovation énergétique, c'est des emplois qualifiés, non délocalisables, c'est des centaines de milliers d'emplois en France. Et donc ça participe aussi au dynamisme économique. Toril Bossoni, en bout de chaîne, ce sont les entreprises américaines finalement qui profitent de nos subventions. Elles nous livrent du GNL, elles profitent de la situation. Si ce n'est pas la bonne réponse, qu'est-ce qu'on doit faire ? Quelle est votre proposition ? Il n'y a pas que les sociétés américaines, je pense. Non. Mais en tout cas, beaucoup nous livrent du GNL. Non, je suis complètement d'accord avec Saint-Gobain, que toutes les mesures mises en place devraient être déjà nature temporaire et viser les consommateurs les plus modestes, les plus fragiles dans cette période, dans une période limité, on va dire. Après, il faut plutôt aider les ménages à faire face à la crise pour investir dans des outils comme la domotique, comme le pompe à chaleur, les autres. L'investissement pour réduire leur consommation. C'est là où on va avoir vraiment les impacts les plus importants. Après, il faut aussi investir dans des énergies renouvelables, comme j'avais dit. Là, on arrive à atteindre, on peut peut-être réduire le coût de l'énergie, la facture des ménages, en même temps qu'on développe notre industrie, on crée des emplois et aussi on se dirige vers les ambitions climatiques qu'on a. Je suis complètement d'accord. Helle Kristoffersen, votre constat, vous, c'est que dans l'immédiat, on a surtout redémarré des centrales à charbon. On a continué ou on a accéléré l'extraction de charbon. Alors, pas partout, mais globalement, dans la crise de 2022, il ne faut pas oublier que l'énergie, c'est un bien essentiel. Il faut que ce soit peu cher, puisqu'on en a besoin tous les jours, même si on réduit nos consommations. Moi, je vais les garder, mes chaussettes, tant qu'il fera froid. Je ne suis pas du genre à lâcher prise. Et puis, je suis danoise, donc je suis habituée, en fait, au froid. Donc, il faut que l'énergie soit peu chère. Deuxièmement, il faut qu'elle soit fiable.
disponible à tout moment quand on en a besoin. Je prends mon exemple d'hôpital. Et troisièmement, on veut bien sûr qu'elle soit la plus décarbonée possible. Les pays qui, l'année dernière, sont repartis sur le charbon, c'est des pays qui ont paré au plus pressé, qui ont eu peur de manquer tout court et qui, du coup, ont laissé tomber, j'allais dire, l'aspect énergie la moins carbonée possible. Deux exemples qui sont complètement à l'opposé en termes de développement économique et tout ça, l'Allemagne. L'Allemagne, sevrée de gaz russe, évidemment, a réallumé et étendu la durée de vie de certaines centrales de charbon en disant je vais les couper plus tard. Et puis l'Inde, nous on vend du gaz et on installe de l'électricité renouvelable en Inde. On a eu du mal à vendre du gaz en Inde l'année dernière parce que les prix étaient très élevés puisque l'Europe a créé un appel formidable sur les marchés du GNL, a fait monter les prix parce que l'offre n'est pas extensible. Donc un pays comme l'Inde qui avait entamé et qui va continuer à son rythme sa transition en faisant plus de renouvelables, ça a été maintenu, mais aussi plus de gaz. L'année dernière, la demande de GNL de l'Inde a baissé. Ils l'ont fait parce qu'ils ont du charbon à domicile de mauvaise qualité qui émet du CO2, mais la population est en train de devenir la première population du monde. Du coup, c'est quoi la proposition? Il faut aider ces pays? Alors après, c'est là pour le coup, de Total Énergie, nous, dans les renouvelables, on investit en gros 50% dans les pays développés, 50% dans les pays régulés, c'est-à-dire en gros émergents. Donc nous, on essaye de faire 50-50, mais il y a un vieux sujet lié au COP que Tony connaît bien. On avait dit à Paris, et même avant, que les pays riches financeraient 100 milliards de dollars par an à partir de 2020 pour aider les pays émergents, qui sont les pays où la demande d'énergie va augmenter parce que la population va augmenter. Donc les pays riches s'étaient engagés à aider les pays émergents à financer une offre d'énergie moins carbonée pour répondre à la demande de leur population et à l'élévation de niveau de vie. On n'y est pas du tout. 100 milliards, on n'y est pas du tout sur les 100 milliards de dollars. Donc on fait des choses chez nous, mais on n'aide pas ces pays-là à se développer alors qu'on s'y était engagé. Et sur les réseaux électriques et la génération renouvelable, où il faut accélérer, en gros, ces pays-là, encore une fois, c'est là où la demande d'énergie augmente, mais ils ne récupèrent en gros que 20% des investissements dans les réseaux électriques et les renouvelables. Donc très très loin de leurs besoins. Donc on est en train de créer une transition à deux vitesses. Mais est-ce qu'à plus long terme, sécurité des approvisionnements et transition énergétique vont forcément converger selon vous? Ça, c'est la vision optimiste, et moi, je suis plutôt optimiste par nature. Donc, on peut dire le soleil, le vent, c'est à tout le monde. Donc, il suffit qu'on installe ces centrales-là et on aura ce qu'il faut, plus toutes les énergies locales dont parlait Sylvie. Tout ça, il le faut. Après, il y a effectivement le sujet de leur intermittence, assez renouvelable. Donc, il faudra trouver des systèmes, au minimum, savoir stocker les électrons. On pense que le gaz naturel a un rôle à jouer pour complémenter les renouvelables. Il faut des batteries, il faudra trouver autre chose. Et puis, l'autre sujet, Tony en parlait, mais on a un sujet de plan d'approvisionnement pour les renouvelables. C'est Philippe Chalmin, que j'aime bien, qui disait l'Europe, il n'y a pas que l'Europe, mais l'Europe a son pacte vert, mais ils ont oublié le plan d'approvisionnement qui va avec, en matériaux critiques, en composants de toutes sortes, et c'est vrai que ça crée d'autres dépendances. Mais on va être optimiste et dire que c'est quand même très bien l'électricité renouvelable, et c'est bien vers là qu'on va. Sylvie Giano, il y a aussi tous les aspects réglementaires, on en a parlé brièvement tout à l'heure, mais ce qu'on appelle le permitting, les autorisations. Oui, je rebondis sur l'électricité renouvelable. Moi, j'aime bien parler d'électricité bas carbone parce qu'il y a quand même un sujet sur le nucléaire. Et on peut se réjouir d'ailleurs, il me semble, des décisions de l'État français, parce qu'à un moment donné, il faudra quand même beaucoup d'électricité bas carbone dans le monde. Et voilà, je suis pas forcément la grande experte, mais je ne vois pas comment on fait sans cette technologie-là. Mais voilà. Alors après, concernant le permitting, et là je viens de parler, il y a des décisions de l'État français, mais on peut se réjouir quand même des lois d'accélération qui sont en cours. Et c'était l'idée. C'est l'idée d'ailleurs, la France avait des délais de permitting un peu plus long que la moyenne, d'ailleurs, d'un certain nombre d'autres pays. Et donc l'idée, c'est d'accélérer, de trouver des solutions pour aller plus vite. Tant dans l'émergence des renouvelables que toutes sortes. Je vous parlais de la géothermie tout à l'heure. Le plan géothermie prévoit aussi de simplifier un certain nombre de procédures. C'est juste essentiel parce que l'accélération ne va pas avec des procédures hyper longues qui seraient bloquantes. On aura besoin du bois. Si à un moment donné on dit non, plus le bois, c'est pareil, on met des bâtons dans les roues, on ne résout pas. Qu'on trouve des façons de faire
façon durable pour bien faire les choses, pour accompagner les questions de biodiversité, etc. Et c'est juste essentiel. Je suis première défenseur de ça. Il faut savoir certifier, mais l'accélération est le mot-clé. Et si on ne s'attelle pas un minimum au délai administratif, on ne va pas y arriver non plus. Et les lois d'accélération ont quand même cet objet-là en ligne de mire. Merci beaucoup à toutes les quatre. Petite précision, Sylvie, je crois que tout à l'heure j'ai raccourci votre titre. Vous êtes présidente directrice générale de Dalkia. Je vous prie de m'excuser. C'est pas très grave. Merci beaucoup d'être venu partager votre expérience, votre ressenti et surtout vos propositions.